Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le feuilleton d'un scandale financier qui livre au fil des jours des épisodes inédits sur l'ampleur des détournements de fonds publics effectués à travers une manœuvre frauduleuse des salaires des fonctionnaires, l'arrestation des présumés cerveaux de ce gang de criminels économiques est-il suffisant pour mettre fin au cancer de la corruption et la gabegie observée au sein de la fonction publique? Vous suivrez dans ce journal les enjeux et les limites d'une telle opération initiée au ministère des Finances du côté de Yaoundé. À 2 semaines des examens officiels, l'évaluation des candidats se déroule dans plusieurs établissements scolaires. Objectif, tester leur performance à travers des épreuves type examen. Comment se comporte-t-il au moment où la fièvre monte dans les établissements scolaires? Nous ferons le point au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. L'ambiance est lourde d'inquiétude au ministère des Finances après les premières vagues d'arrestations. L'anxiété se dessine sur le visage des autres agents et cadres du ministère des Finances et pour cause, il y a eu une mafia qui a été démantelée au cœur d'un vaste réseau de manipulation frauduleuse des salaires des agents corrompus bénéficiant des avantages et salaires indûment perçus, mais des experts exigent de la part du gouvernement un audit indépendant des comptes publics en vue de voir plus clair sur le cancer qui ronge l'administration publique et d'y appliquer un diagnostic sans complaisance. Reportage Guy Zogo. Je vous parlais donc après l'arrestation de quelques responsables au ministère. Après l'arrestation de quelques responsables au ministère des Finances, accusés de la manipulation du fichier solde de l'État à leur profit, le docteur Ariel Nyetedem, spécialiste des finances publiques, parle des premiers actes concrets, même s'ils restent marginaux. Les premiers actes concrets, c'est marginal par rapport à l'ampleur des détournements qui ont cours au ministère des Finances depuis très longtemps. À propos des mises en cause, il affirme qu'il y a bien chez eux des attitudes délictueuses. Mais il y a des fortes présomptions qui pèsent sur certains d'eux. Un chef de la cellule informatique au ministère des Finances qui a au plus un bac plus 1 et président d'une équipe de football au Cameroun, pour moi, c'est des signes. Des présomptions sont lourdes de conséquences. Tout cela, explique-t-il, a conduit à l'explosion des dépenses liées à la solde de l'État du Cameroun. C'est le déficit budgétaire qui a alerté le FMI. C'est vrai qu'il y a aussi la balance commerciale du Cameroun qui est déficitaire, mais en premier point, ce déficit budgétaire qui est passé de 2,5% du PIB en 2015 à 6% du PIB en 2016. Mais, souligne encore le docteur Ariel Nyetedem, il ne suffira pas de dépoussiérer le seul fichier solde. Il existe aussi d'autres postes de gaspillage de la fortune publique au Cameroun. Le carburant, les voitures administratives, c'est connu. Et puis les marchés publics. Il y a une étude de l'ENS qui dit clairement que le Cameroun paie chaque année 20% de ses ressources budgétaires dans la corruption, pour ce qui est corruption relative à l'acquisition de la commande publique. Il faudra bien plus, ajoute-t-il, un audit par exemple pour arriver à l'efficacité recherchée. La solde était identifiée comme un poste de dépenses où il y avait véritablement, où les dépenses de l'État ont connu une envolée ces derniers temps. La masse salariale est passée à 945 milliards en 2017, sans que cela ne corresponde à une augmentation drastique du personnel de l'État. Une médication qui n'est pas celle poursuivie à l'heure qu'il est par le gouvernement, au point que certains restent sceptiques sur l'opération du MINFI. Certains observateurs avertis demandent également un audit de la politique d'assainissement dans la capitale économique du Cameroun. Vous l'avez observé, des montagnes d'ordures ménagères qui ressurgissent, notamment dans les quartiers chics
de la ville de Douala où personne n'est épargné par ces montagnes d'ordures ménagères et ces odeurs nauséabondes qui s'y dégagent perturbent le quotidien des populations. Les enfants également exposés à des risques de maladies hydriques. C'est le constat que font nos reporters Samuel Tchoufa et Auréole Tchoumi. Pas plus tard que hier soir à 2h30 du matin, on s'est réveillés, on était étouffés par la fumée. On ne sait qui a jeté le mégot. Je suis entré dans la rigole là pour verser l'eau que ça se baisse. Je mange maintenant les asticots. Je te dis que à maman, à papa, c'est pas bon. Enlever ça, c'est pas du tout bon. La veuve Bekombo Frida décrit avec douleur le quotidien de tous ceux qui vivent ou fréquentent simplement la capitale économique du Cameroun. Ça nous étouffe. Les mouches, les moustiques, les odeurs, les quoi. Nous sommes fatigués, papa. Je suis fatigué. Mon fils est déjà à l'hôpital pour ça. Depuis plus d'1 an, Douala bat les records d'odeurs nauséabondes. La situation s'est généralisée. Il fait mal vivre en plein cœur de la ville. Aqua, qui est le cœur de Douala. Aqua, c'est pas bon ma fille. C'est pas du tout bon. Je ferme les portes. Je mange derrière là-bas. Pour les mouches. On mange même les mouches. Pardon papa, il faut faire quelque chose. Voici le nouveau visage de la ville qui symbolisait autrefois la plus belle capitale économique d'Afrique centrale. Avant, mon père m'a dit à l'époque, on venait à quoi pour se vanter. Tout le monde disait je viens en ville, je viens en ville. Regardez la ville d'aujourd'hui alors. Tout le monde fuit dans le centre-ville maintenant. Les mouches sont partout, dans les bureaux, dans les maisons, tout ça là. Regardez ça, on ne connaît pas quel est le problème de Isaac Kam. On ne sait pas. S'ils ont un problème avec l'État, on ne sait pas. Mais c'est honteux ça. C'est ce qu'on appelle le centre-ville. On dit que je viens à Aqua. Ça, c'est le centre-ville. Bientôt, on va recevoir la Coupe d'Afrique. On va aller en ville là. Il y a les grands restaurants ici, les hôtels. C'est comme ça. Les hôtels arrivent, les mouches arrivent jusqu'à dans les grands restaurants ici là. On va vivre comment? Des routes recouvertes d'immondices, des bacs à ordures portés disparus. Aqua, Bonapiso et autres quartiers étaient quand même des quartiers chics de la ville. Mais quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui sur le plan saleté, vraiment je dis c'est lamentable, c'est déplorable. Parce que dans ces quartiers chics de Douala, à chaque coin de la route, on découvre des montagnes d'ordures ménagères. Je dis vraiment, on ne sait plus si ce pays est gouverné. Les senteurs de la Siko, du Makossa, du Makouné, de l'Ambasdé et le vent frais et sec des berges du fleuve Vouri ont tous cédé le pas à la puanteur. C'est comme ce cabinet d'huissier. Depuis une semaine environ, c'est fermé. Parce qu'ils sont envahis par les odeurs nauséabondes que produisent ces ordures ménagères. Je dis que ce n'est pas bien, franchement. Douala croupit sous le poids des montagnes de déchets. Vous l'avez suivi, la réaction des populations résidentes en plein centre-ville de Douala, les quartiers chics, qui ont perdu de leur lueur d'antan avec ces montagnes d'ordures ménagères. Et pour en parler sur ce plateau, Hilaire Zipon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller municipal à Douala 1er, c'est là où on retrouve justement ces montagnes d'ordures ménagères. Que fait la mairie face à ces plaintes des populations? D'abord, il faut dire pour le déplorer que cette image est regrettable pour notre ville. Douala 1er, c'est le cœur de notre capitale économique. C'est avec les pleurs que nous assistons à ce désastre. Je crois savoir que celui qui a en responsabilité de pouvoir dégager les ordures de par les textes, c'est la communauté urbaine. Ça, c'est la première charge. Mais il n'en demeure pas moins que la communauté urbaine peut signer des partenariats avec la commune d'arrondissement dont nous faisons partie, pour qu'ensemble, nous trouvons des partenaires pour pallier à ces situations. Mais ce problème se pose depuis de nombreux mois déjà et aucune solution n'est trouvée à ces plaintes et pleurs des populations, à ces conditions difficiles de vie des ordures ménagères devant le porte qui les empêche de pouvoir se nourrir, de pouvoir dormir, de pouvoir avoir une quiétude permanente au quotidien. C'est exact. Ce n'est pas que quelques mois, c'est depuis des années. Pourquoi? Parce que c'est simple à comprendre. La démographie de notre ville a eu une ascension fulgurante entre les années 1990
et les années 2018, les années de crise. Les gens ont quitté pour la plupart les villages et sont installés en ville. C'était bien pour l'économie. Mais il faut dire que les pouvoirs publics qui sont en charge de les accueillir n'ont pas fait le nécessaire pour que cela se fasse. C'est-à-dire que si l'on a une ville comme Douala, qui représente au point de vue démographique à peu près 3 millions d'habitants, et que l'on fasse des statistiques pour son développement de 2 500 000, nous sommes en deçà. Pour que les populations comprennent encore très simplement, on paye la société Isacam au poids proportionnel chargé. Cela veut dire simplement dire que dans les textes actuels, Isacam doit dégager journalièrement à peu près 1600 tonnes. Ce qu'ils le font exactement. Mais les 1600 tonnes ne correspondent pas à la quantité des ordures produites dans la ville de Douala. Voilà le désastre. Ça, c'est le premier volet, au point de vue démographique. Le deuxième volet, c'est que la ville de Douala contribue pour 30% dans l'économie nationale. Autrement dit, nous percevons dans l'économie de la ville de Douala à peu près 800 milliards par an. Nous ne comprenons pas comment un pays qui se veut démocratique, un pays qui se veut émergent, trouve 800 milliards dans une ville, mais n'entretient pas la ville. C'est vraiment regrettable, c'est inacceptable. Le gouvernement a annoncé l'ouverture, bien sûr, à la concurrence des différentes stratégies d'assainissement des principales villes du pays. L'actuelle entreprise chargée de la salubrité ne sera plus seule dans les tout prochains mois. Que pensez-vous d'une telle initiative? Là n'est pas le problème. Il faut d'abord payer ce que Isacam demande effectivement. Première étape. Ensuite, on donne la meilleure démographie. Enfin, on donne ce que l'on doit pouvoir reverser à la ville. Quand vous payez vos taxes, vous payez vos impôts, vous payez vos redevances au niveau de l'État, l'État doit pouvoir régler le quotidien qui vous permet de sortir pour pouvoir régler cette taxe-là. Autrement dit, les taxes que nous payons à la collectivité publique, notamment les communes et les communautés urbaines, doivent permettre en ce que ces instances-là, ces institutions-là, puissent satisfaire le bien-être des Camerounais. Pour l'heure, les Camerounais font le devoir. Mais celui qui ne fait pas son devoir, c'est l'État. Et l'État ne le fait pas à travers la communauté urbaine, qui nomme le délégué du gouvernement. Et de surcroît qui est médecin. C'est vraiment regrettable, c'est inadmissible. Qu'un médecin sait que les mouches ne sont pas bien, que les médecins sachent puissent savoir que les rats ne sont pas les bienvenus, et qu'enfin, que l'idée de la saleté participe du quotidien des Camerounais. Ça ne peut pas. Faudrait-il décentraliser cette compétence à travers les communes d'arrondissement pour mener une meilleure politique d'assainissement de la ville de Douala, par exemple? Mais la loi de 2004 est suffisamment claire. C'est à la communauté de le faire. Ce que vous préconisez, c'est ce qu'il faut faire. Après, il y a l'urgence. Pour l'urgence, il faut une convention de partenariat immédiat entre la communauté urbaine et les communes d'arrondissement. Ensuite, on donne les moyens nécessaires aux communes d'arrondissement pour créer le ramassage en premier lieu, pour un premier palier. Et dans un deuxième palier, il y a une collecte. Parce que lorsqu'on collecte, on va devoir reverser. Je peux vous donner quelques pistes d'intervention. Vous vous en rendez compte que le plastique que nous jetons peut permettre d'être un liquide qui, mélangé complètement au sable, permet à ce qu'une ville puisse faire complètement des carreaux. Ça se fait au Niger. Nous ne pouvons pas accepter que Isacam, qui a une forte expérience, est à l'heure actuelle exportatif de cette expérience-là dans un pays comme le Niger, où ça marche. On ne comprend pas. C'est que de l'autre côté, Isacam fait son travail, on ne paye pas ses factures, et le montant qu'on doit payer à Isacam n'est pas le montant correspondant à l'ensemble des ordures produites par la population vivant à l'intérieur de la ville de Douala. Il faut préciser que Isacam attend des financements de la part d'un important projet qui a été signé avec l'Agence française de développement et l'entreprise Isacam, qui également se plaint des factures impayées de la part du gouvernement. Parlons à présent d'éducation avec les enseignantes des écoles maternelles situées dans la 5e qui ont consacré toute cette année scolaire à édifier les jeunes apprenants sur la notion de vivre ensemble. À quelques semaines de la fête d'unité nationale, une thématique régulièrement apparue dans les cours de graphisme, de dessin, de danse et de chant enseignés à ses élèves. Reportage Sylvestre Hippolyte Zangaou. Madame l'inspecteur de l'arrondissement de Douala 5e, à l'occasion des festivités marquant la synthèse des unités maternelles de Douala 5e, nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue. La bravoure de cet élève de la maternelle
renseignent suffisamment sur la qualité du travail qu'abattent les maîtresses au quotidien. Ces femmes, qui guident les premiers pas de ces enfants à l'école, se sont retrouvées à l'école Nalambangue pour la synthèse générale des activités pédagogiques de la maternelle dans l'arrondissement de Douala 5e. Le temps d'une journée, elles ont tronqué leur rôle contre celui de leurs jeunes apprenants pour rendre compte de ce qu'elles leur ont appris durant l'année scolaire qui s'achève. Du graphisme au dessin, en passant par la danse, les chants, les récitations et les sketchs, rien n'a manqué. Mais allez, on tape une fois, 2 fois, assis, croisez les bras, vous suivez bien la maîtresse. Les amis, la dernière fois on a vu les outils du docteur. Qui va nous citer un outil du docteur? Oui, il faut ça. Viens t'asseoir. La piqûre. Assis-toi là. La piqûre est un outil du docteur. La piqûre est un outil du docteur. Peut-être dérange, madame. Est-ce qu'on dit la piqûre, mon ami? On appelle comment? On appelle la piqûre comment? Qu'est-ce qu'on dit? En bon français. On ne dit pas moi, madame. On lève le doigt. Oui, Nana. La seringue est un outil de docteur. À Douala 5e, les maîtresses de la maternelle ont appris à leurs élèves durant l'année scolaire ce que c'est que le vivre ensemble, au moment où l'expression est d'actualité au Cameroun. Et pour y parvenir, aucune méthode n'a été négligée. On dit ceci des gens de l'Est du Cameroun. On dit que ce sont les nains du Cameroun. On dit que les Sawa aiment trop le Nyanga. On dit également que les Bamiyéké c'est la Chine populaire qui est englobée avec Adamawa et l'extrême nord. C'est nous on parle les Folfolké. Our common language is English. In Southwest, we have many dialects. And I'm going to point a course. Alors qu'elles apprennent à leurs élèves des chorégraphies lors de la fête de Noël ou la fête marquant la fin de l'année scolaire, ces maîtresses ont montré qu'elles maîtrisent tout aussi bien l'exercice. Après avoir vécu ce moment, l'inspectrice d'arrondissement de Douala 5e s'est dite satisfaite. La satisfaction est grande parce que le travail est pris au sérieux. Nous mettons tout, nous faisons tout pour que la pédagogie marche à Douala 5e. Le niveau va accrocher le crescendo parce que je crois que chaque enseignant s'approprie les méthodes de travail qui lui sont enseignées. Les promoteurs des établissements de la zone ont également exprimé leur satisfaction. Je suis profondément ému. J'ai assisté à une cérémonie digne vraiment de l'organisation parfaite des enseignants. Cette cérémonie m'a d'autant plu qu'elle s'inscrit dans un contexte de multiculturalisme au Cameroun. Et les enseignants ont manifesté ce multiculturalisme. Ils nous ont appris beaucoup de choses sur le plan vivre ensemble, bilinguisme, multiculturalisme. J'espère que tous ceux qui suivront les papiers que vous allez passer apprendront que le Cameroun est un et indivisible. Alors que l'année scolaire s'achève, les maîtresses de la maternelle à Douala 5e ont le sentiment du devoir bien accompli. Oh, nous sommes très très joviales avec les enfants, très conviviales. Pour être d'abord enseignante, il faut avoir l'affection. Donc cette affection avec nos enfants continue au niveau des enseignants qu'on voyait, au niveau de nos encadreurs, au niveau de tout le monde, au niveau de nos fondateurs. C'était la 4e synthèse générale des activités pédagogiques de la maternelle à Douala 5e. Un autre rendez-vous a été pris pour l'année scolaire prochaine. À 2 semaines des examens officiels, l'heure est déjà à l'évaluation des capacités des élèves candidats à affronter des épreuves type examen. La fièvre monte déjà dans plusieurs établissements scolaires publics. C'est le constat que font nos reporters Mitterrandam et Jilingue Nyondé.
À quelques jours du démarrage effectif des examens officiels pour le compte de l'année 2017-2018, la pression monte dans les différents établissements scolaires de la ville de Douala. Au lycée Jos par exemple, l'heure est au dernier réglage. Les responsables affirment avoir pris des dispositions spéciales afin que les candidats aux examens de fin d'année connaissent un franc succès. Nous terminons les évaluations et les niveaux qui sont en train de composer sont les niveaux 4e et seconde. Nous avons libéré les classes d'examen pour que nous ayons suffisamment de place parce que nous nous sommes rendus compte que les enfants ne travaillent plus personnellement. Ils passent le temps à jeter un coup d'œil, à communiquer et tout, et nous n'avons pas les résultats que nous attendons. En ce qui concerne les cartes d'examen, nous avons continué de la même manière et nous avons vraiment tenu à ce que les évaluations se déroulent dans les conditions d'examen. Après ces examens, les élèves vont continuer les cours normalement. Les cours ne vont pas vaquer parce que nous tenons à ce que les programmes soient bouclés entièrement. Les séquences d'évaluation ont débuté depuis le 23 avril dernier. Certains candidats confient s'être déjà mis dans les conditions optimales afin de réussir à leur examen. Je suis redoublante, je fais le probatoire 2 fois. Je m'organise plutôt bien par rapport à l'année passée. Je trouve que je fais beaucoup plus d'efforts. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'amélioration dans ma manière d'étudier, dans mes résultats que j'obtiens. J'organise mon programme d'études de l'intervalle de 3 heures du matin à 6 heures. Et le reste de temps, je peux trouver quelques professeurs au lycée pour qu'ils m'expliquent certaines choses. Nous avons composé la semaine passée le baccalauréat blanc. Nous sommes en pleine correction. Je travaille intensivement. Je travaille la nuit et je dors aussi pour reposer le cerveau. Et je travaille aussi au petit matin. Donc au petit matin, je peux lire SVT, les matières à retenir. Et en soirée, je travaille les matières scientifiques. Le bal de la série d'examens de fin d'année sera ouvert le 15 mai 2018 avec le concours d'entrée en 6e. Les enseignants rappellent aux parents de rester en veille en encourageant leurs enfants à doubler d'efforts alors qu'on amorce le dernier virage. D'autres enfants n'ont pas cette opportunité de pouvoir bénéficier d'une éducation. Il s'agit des orphelins du sida. Ils sont très nombreux en Afrique, notamment au Cameroun, où près de 300 000 enfants, près de des milliers d'enfants ont été diagnostiqués donc comme des orphelins du sida à l'occasion de la journée mondiale de protection de ces enfants orphelins du sida. L'objectif est d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur les conditions de vie difficiles de ces orphelins vulnérables et sans parents. Reportage Isabelle Carole Zoupette et François Dikoumé. 3,6 millions d'enfants dans le monde à devenir orphelins à cause du sida chaque année. 95% des jeunes orphelins du sida vivent en Afrique. La journée mondiale des orphelins du sida se célèbre ce jour depuis 2002. Les enfants orphelins du sida sont des enfants qui ont perdu un ou leurs 2 parents à cause du sida. Ils sont stigmatisés et discriminés dans la société. Ceux n'étant pas pris en charge se retrouvent très souvent exposés à la déscolarisation, la malnutrition, l'exclusion sociale, la maltraitance et bien d'autres. Au Cameroun, le gouvernement peine jusqu'ici à prendre en charge les enfants orphelins du sida et à les réinsérer dans la société. Les familles qui s'occupent de ces enfants déplorent l'indifférence du plus haut sommet de l'État qui ne leur apporte aucun soutien minimum. Soulignons que sans un traitement approprié, les mères séropositives ont une chance sur 3 d'infecter leur bébé avant, pendant la naissance. Dans l'actualité, le SDF s'empare de la commission des affaires culturelles au Sénat et la vice-présidence de la commission des finances et du budget. L'élection des différents membres de ces commissions a eu lieu ce jour à la Chambre haute du Parlement. Le RDPC, quant à lui, rafle la mise dans les autres commissions et les autres partis politiques n'ont pu y avoir que des membres au sein des différentes commissions qui constituent le Sénat, la Chambre haute du Parlement. À ce sujet, je vous propose d'écouter le sénateur David Etamé Massoma, président de la commission en charge de l'éducation au Sénat. Un texte de loi présenté par le gouvernement dans un des domaines
que j'ai cité est examiné au niveau du Sénat par cette commission qui est constituée, je crois, de 17 membres et que j'ai le privilège et l'honneur de présider. Vous constaterez d'ailleurs que les membres de cette commission sont des personnalités rompues à la chose publique. Je pense donc que nous pourrons apporter un soutien, un appui important au gouvernement. Nous pourrons, n'est-ce pas, apporter un appui important au travail parlementaire. Travail de fond, d'analyse approfondie se fait dans les différentes commissions, les commissions générales, vous savez qu'il y en a 9. À la suite de quoi les différentes orientations et les résolutions proposées sont adoptées en plénière. C'est vrai que modestement justifie d'une certaine expérience dans plusieurs domaines, notamment le domaine de l'éducation, de la recherche, les affaires, les liens avec le monde des entreprises, les problèmes de coopération. Donc nous verrons. J'espère pouvoir contribuer à une bonne analyse qui permettra à ce que les sénateurs, le moment venu, puissent adopter des études qui auront été approfondies avec des conclusions pertinentes. Des parlementaires qui suivent de près ce scandale financier vécu au ministère des Finances au cœur d'une mafia où des fonctionnaires fictifs et agents corrompus bénéficiaient jusqu'ici des salaires et avantages indûment perçus. Plusieurs vagues d'arrestations sont observées depuis la semaine dernière et l'ambiance reste lourde au ministère des Finances. On fait le point ce soir avec Joël Essengue et Ike Cyril. Lancée il y a quelques jours par le ministre des Finances, l'opération de comptage physique des personnels de l'État fait-elle déjà des victimes? On est bien tenté de répondre par l'affirmative au regard de l'actualité de ces derniers jours au Cameroun. En fin de semaine dernière notamment, des responsables du ministère des Finances et du ministère de la Communication qui s'occupent au quotidien des questions de solde et de pension des agents de l'État ont été convoqués au tribunal criminel spécial, puis mis aux arrêts. Il s'agit, entre autres, pour le ministère des Finances, de Emmanuel Lebou, chef de la cellule informatique à la direction de la solde, Abel Mbozo, Alexandre Tomba, Pempene Mefiro et Ama Adamou, et pour le ministère de la Communication, Aïssatou Boulot, responsable du CJPES. Sur les véritables raisons de leur interpellation, deux thèses s'affrontent. La première parle d'une plainte qui date de 2 ans et qui aurait été déposée en son temps par Alamine Ousmane Mey. L'ex-ministre des Finances reprocherait aux mises en cause une manipulation frauduleuse de la solde pour permettre à certains fonctionnaires de toucher de faux salaires ou doubles salaires et à d'autres de bénéficier d'avantages illégaux. La deuxième thèse parle d'une plainte qui date elle aussi de 2 ans, mais déposée plutôt par Emmanuel Lebou. Le chef de la cellule informatique du ministère des Finances aurait constaté que le mot de passe de sa machine avait été piraté. Dans sa dénonciation, il relevait que le but recherché par les pirates était de s'octroyer et de se partager des avantages financiers illégaux. Mais comment le plaignant d'hier est-il devenu coupable aujourd'hui? Bien malin qui pourrait répondre à cette question. Toujours est-il que dans une thèse comme dans l'autre, il est question de manipulation du fichier solde de l'État avec des conséquences énormes. Si le PIB notamment a atteint les 6% en 2016, la masse salariale de l'État pour sa part est passée à 945 milliards en 2017. Précisons que ces personnalités qui ont été interpellées dans le cadre de cette affaire bénéficient encore de la présomption d'innocence. Hilaire Zipan, sur cette situation vécue au ministère des Finances avec cette mafia qui manipule le fichier solde de l'État, un problème qui se pose depuis une vingtaine d'années sans que des solutions ne soient trouvées. Comment vous appréciez
la démarche et les moyens que le gouvernement met en place pour lutter contre ce cancer? D'abord, il faut dire que cette tâche aujourd'hui, ou du moins ces arrestations aujourd'hui, ne sont pas de nature à rassurer les Camerounais quant au mode d'éjection que nous avons à l'heure actuelle. En 2006, lorsque le FMI est arrivé, avant le point d'achèvement PPTE, ce problème s'est déjà posé. Et à l'époque, on avait dénoncé, pour le qualifier, qu'il y avait à peu près 10 milliards que l'État du Cameroun perdait tous les mois au niveau du fichier sol. Rendu aux années 2015, la masse salariale de la fonction publique, autour des années 2013, est passée à 617 milliards. C'était bien avant, bien entendu, le recrutement de 25 000 fonctionnaires, parce que c'est là où le problème se pose. Et donc, comme on a recruté les 25 000 fonctionnaires par vagues successives, personne ne sait au jour d'aujourd'hui, à l'état réel, le nombre de fonctionnaires qu'on a recrutés effectivement dans cette opération. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez 8 milliards à peu près, la moyenne que l'on reproche à cette cellule sol de distraire, vous faites le calcul de 8 milliards divisé par 160 000 francs CFA, qui est la moyenne perçue par les fonctionnaires camerounais, cela vous renvoie à un chiffre d'à peu près 5 000 fonctionnaires par mois qu'il faut créer, qu'il faut trouver. Donc cela montre la faiblesse des contrôles, c'est-à-dire qu'au niveau de la NIF, au niveau du contrôle supérieur de l'État, au niveau des autres instances qui peuvent arriver. Mais le gouvernement avait mis sur pied CJPES 1, CJPES 2 qui étaient censés être des logiciels pour informatiser le fichier solde de l'État et permettre au gouvernement d'avoir la maîtrise de ses ressources humaines et bien sûr des dépenses qui sont affectées à cette charge de payer son personnel. Si cela n'a pas marché, cela montre à suffisance que c'était une mauvaise formule. Je vous prends un cas très simple. Vous savez, ce qui existe ailleurs, il faut copier. Ça ne sert à rien. Nous avons vu ici, sans toutefois l'apprécier, sans toutefois dire que le système est parfait, Élection Cameroun. Quand vous donnez votre carte, vous vous inscrivez, immédiatement vous avez votre carte, sinon dans les quelques jours qui arrivent. Il n'est pas parfait, certes. Pourquoi n'a-t-on pas mis ce système pour informatiser l'ensemble des fonctionnaires? Parce que les gens ne veulent pas le contrôle. Or, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et c'est ça la difficulté que nous avons dans notre pays. Parce que aujourd'hui, l'État, qui est en fait le premier agent économique et le premier pourvoyeur de fonds, a dénié à ses responsabilités. Je rappelle en passant que le rôle de l'État, c'est l'émission, c'est la collecte et c'est la distribution. C'est ça le rôle de l'État. On émet, on collecte et on distribue. Or, lorsqu'il y a la rétention au niveau de la distribution, à savoir payer à temps et payer le juste prix, les décomptes et les factures qu'on administre à l'État, cela pose un problème. Et vous êtes sans ignorer, je termine sur ce point-là, je termine avec cette phrase-là, que en 2014, le président Ekindi était rapporteur de la commission des finances. Et il avait constaté qu'il y avait à peu près des excédents budgétaires qui n'avaient pas été soldés dans la dernière loi de règlement. Alors ce montant est mis complètement en provision, mais il est dépensé sans qu'une autorisation soit faite et un contrôle de Parlement soit effectivement fait. Maintenant, avec le public caméral, il y a un problème. Vous serez favorable à un audit des comptes publics comme le suggèrent certains économistes? Si on se rend compte que le contrôle interne est faible, il faut faire le contrôle externe. Et là, apprendre des gens de qualité. Ce n'est pas des gens de qualité qui manquent au Cameroun. Mais le problème qui se pose au Cameroun, c'est qu'on a de la difficulté à, dans l'immédiateté, à saisir. Parce que dans le reportage qu'il a dit qu'il y avait une plainte qui était pendante depuis à peu près 2 ans. Pour ne pas dire depuis à peu près, soit par le ministre, soit par l'autre. Et c'est ce que nous dénonçons. Nous dénonçons par exemple qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à payer les factures, comme vous avez dit tantôt tout à l'heure, naturellement de Isakam, qui est un sujet extrêmement important, pendant que le délégué du gouvernement nous dit qu'il a les excédents budgétaires. Vous avez suivi, vous avez couvert cet événement-là. On ne peut pas avoir les excédents de 14 milliards et ne pas payer. Nous l'avons également sur ce plateau, avec beaucoup de brio, constaté que nous avons des distractions de fonds dans les communes. Vous avez des communes qui sont excédentaires et les gens passent ces excédents 5 ans après en non-valeur. C'est tel le problème de la communauté, de la commune urbaine de Douala Premier. Et enfin, il faut le dire pour le regretter, qu'on ne peut pas avoir autant de besoins et être en difficulté. Pourquoi? Parce que le ministre Motazé, depuis qu'il est arrivé, il a emprunté sur le marché financier, dans l'immédiateté, pour combler un déficit criard de fraîcheur, à peu près 22 milliards, tout d'un coup. Et aujourd'hui, le taux d'intérêt administré sur les marchés financiers, pour ce qui est du Cameroun, n'est plus à 3% comme le marché l'exige, mais à 3,5%. Alors comment comment on met fin à ces pratiques mafieuses observées au sein de l'administration publique? En respectant l'orthodoxie comptable, clairement. On ne peut pas avoir
Et c'est ça la difficulté du Cameroun. Avoir une direction qui collecte et une direction qui dépense. C'est un problème. C'est-à-dire que vous allez au niveau de l'État, vous en rendez compte que le ministère, la direction des impôts, son rôle c'est de collecter. Et la direction complètement du trésor, c'est de dépenser. C'est pas normal. Il faut ajuster les deux pour que la colonne de dépenses soit également ajustée à la colonne recette. Parce que si vous demandez à quelqu'un de dépenser, il dépense sans compter parce qu'il ne connaît pas très bien comment trouver ces fonds-là. Merci Hilaire Zipan. Je rappelle que c'est moi qui vous remercie. Conseiller municipal pour le mouvement progressiste à Douala premier, également cadre politique de cette formation, le mouvement progressiste. Parlons à présent de sport avant la fin de ce journal, la FECAFOOT qui peaufine ses textes pour mieux encadrer le football. C'est une initiative du comité de normalisation qui vise à pouvoir mettre fin au cumul de fonctions. Plus de détails avec Emos Fango et Nana Paul Sabin. Un vent de changement souffle sur la Fédération camerounaise de football. Le comité de normalisation présidé par Dieudonné Happy a décidé de tordre le cou à certaines pratiques qui ont valu une très mauvaise réputation à la FECAFOOT. Souvenez-vous que le reproche que faisaient certains opposants à Iya Mohamed, alors président de la Fédération camerounaise de football, est qu'il était toujours entre deux avions absorbé par ses fonctions de directeur général de la Sodecoton au détriment du poste de président de la FECAFOOT abandonné à des prévaricateurs qui, pour des intérêts personnels, ont enfoncé cette FECAFOOT dans une crise qui perdure. Dans ses missions portant sur l'assainissement et la mise sur pied des modèles de gestion durable du football camerounais, le comité de normalisation, avec l'assentiment de la FIFA, a mentionné à grands traits dans les nouveaux tests que désormais l'exercice du mandat de président de la FECAFOOT est incompatible avec les fonctions de parlementaire, de membre du gouvernement, de directeur général. Par exemple, tout sénateur qui nourrit l'ambition de présider aux destinées de la FECAFOOT doit d'abord démissionner de son poste de sénateur avant de postuler pour la présidence de la FECAFOOT. Selon les auteurs de ces nouveaux tests, l'intention est d'avoir un président ordonnateur de fonds plus disponible et justiciable sans grosse difficulté. Une autre innovation proposée par le comité de normalisation présidé par Dieudonné Happy et approuvée par la FIFA porte sur le mode de scrutin. Si la prochaine assemblée générale de la FECAFOOT l'adopte, il n'y aura plus d'élections au scrutin des listes. Désormais, les élections à la FECAFOOT et dans ces ligues décentralisées seront organisées sur le mode de scrutin uninominal à 2 tours pour tous les postes au comité exécutif, aussi bien dans les ligues décentralisées qu'au niveau fédéral. La FIFA a donc levé son veto sur les nouveaux tests de la FECAFOOT. Le comité de normalisation se dit satisfait de ce retour et entend les mettre à la disposition des membres de l'Assemblée générale pour adoption avant l'ouverture d'un nouveau processus électoral qui aboutira à l'élection d'un successeur incontesté à Iya Mohamed après la parenthèse de Joseph Ona, Tombia Roko et Dieudonné Happy. Le décryptage de ces nouveaux textes qui sont élaborés par le comité de normalisation de la FECAFOOT, c'est à suivre dans l'émission 100% foot présentée par Sylvestre Hippolyte Zangaou. C'est juste après ce journal. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition du 20h. Je vous souhaite une bonne soirée sous cette même antenne.